Alors bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du lundi 28 août 2017. Alors aujourd'hui, une séance qui devrait être rythmée par l'analyse technique étant donné qu'au Royaume-Uni c'est un jour férié et comme vous le savez, eh bien la majeure partie des volumes pendant la séance européenne sont réalisés par les banques, les institutionnels qui sont à Londres, à la City. Voilà, donc pas beaucoup de volumes qui sont attendus. Ça devrait être une analyse, l'analyse technique qui devrait dominer aujourd'hui, pas de breakout, étant donné que les breakouts sont souvent réalisés lorsqu'il y a des forts volumes, ou alors c'est régulièrement des faux signaux. Or, ça ne veut pas dire que s'il y a une sortie d'un range, il faut acheter ou payer pour en fonction, hein, bien évidemment, de la situation, pour que le prix réintègre. Mais ça veut tout simplement dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on ait des cassures aujourd'hui et on devrait retrouver un petit peu la même chose que ce qu'on a pendant les séances asiatiques, c'est-à-dire eh bien des niveaux de support et résistance qui résistent, qui résistent assez bien. Voilà. Statistiquement, pendant la séance asiatique, si vous êtes un trader de range, eh bien c'est sur cette séance-là qu'il faut se positionner. Alors, je fais un petit tour de la salle de trading. Bonjour à vous François, bonjour Pierre-Yves, Brigitte, bien le bonjour à vous François, et également François, Luc, son image parfait. Écoutez, c'est parfait. Bonjour à vos passages, Franck, François, également François cousin Sofiane, bonjour. Euh, alors, DXY au plus bas d'un part de Franck. Alors, on va y venir. On va y venir. Je fais juste un petit tour sur avertissement égal sur risque. Alors, trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super à votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Tu peux parler jusqu'à 18h, me dit François, comme cela tu ne seras pas seul à ouvrir. C'est vrai, je ne pourrais parler jusqu'à 18h, mais bon, j'ai j'ai des articles à écrire, hein, comme vous le savez, donc ça ne va pas être possible. Alors, résumer la séance asiatique, le yen et le gold qui progressent cette nuit, le Nikkei qui voilà est dans le neutre, qui clôture à son prix d'ouverture, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacific qui progressent ce matin à 8h41. Voilà, donc globalement on n'a pas vraiment de données qui ressortent par là. Faut savoir que pendant la séance asiatique, enfin la séance asiatique n'est pas, il n'y a pas le l'Asie qui est férié, c'est pas férié. Donc il y avait des volumes plutôt standards malgré un petit peu en dessous parce que c'est la période estivale, mais globalement on n'a pas de jour qui est enfin de séance qui va être comparable à celle qu'on va connaître aujourd'hui pour la séance bien évidemment européenne parce que la séance américaine ce n'est pas férié et donc il y aura normalement des volumes. Lundi 28 août, donc c'est aujourd'hui. Au passage, j'espère que vous êtes tous passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Cette semaine, c'est le NFP, c'est l'inflation de la zone euro et c'est le PIB américain. Donc le PIB, ça sera mercredi, l'inflation mercredi également, il me semble. Jeudi, pardon, l'inflation zone euro sera jeudi et le NFP, eh bien comme vous savez, c'est le vendredi. Alors bonjour à vous Jean-Yves. Donc 14h30 aujourd'hui, stock gros aux États-Unis et la balance commerciale des biens attendus eh bien en diminution. Donc les exportations qui augmentent de 1, alors non c'est 0,6 milliards de dollars au mois de juillet comparé au mois de juin. Voilà, donc ça c'est les estimations. Bien évidemment, si la balance commerciale est publiée encore plus négative que ce qui est prévu, eh bien ça sera négatif pour le dollar et dans le cas contraire ça sera plutôt positif. Alors maintenant on va essayer de voir l'impact que ça va avoir sur le dollar et on va essayer déjà d'avoir une vision sur le dollar. Alors n'hésitez pas, j'ai lancé un petit sondage ce matin. Euh, alors on voit pas le sondage, voilà. Si vous avez Twitter, vous pouvez répondre à cette question. Comment positionnez-vous sur le dollar après Jackson Hole? Alors vous voyez qu'il y a deux votes, donc pour le moment euh, c'est pas très significatif. Donc voilà, si vous avez Twitter, n'hésitez pas à voter, comme ça augmentera l'échantillon et ça donnera un résultat plus clair. Voilà. Alors, on passe sur la plateforme. Alors, bonjour à tous, à part Emmanuel. Jean-Yves, penses-tu que l'eurodoll va encore monter aujourd'hui? Merci à toi. Alors, aujourd'hui, non, c'est peu probable. Comme je vous ai dit, les volumes sont réalisés à Londres, étant donné que Londres, c'est un jour férié aujourd'hui. Il n'y a personne. Donc, les institutionnels, enfin, ils sont fermés, il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui qui sont à Londres, il n'y a personne à la City, donc
Voilà, ça devrait être le calme absolu. Alors, on commence sur le DXY. Le DXY est sur un niveau de support de long terme, comme vous pouvez le constater. Alors moi, j'ai un petit peu élargi cette zone. Vous me direz oui, mais voilà, on pourrait l'élargir encore juste de 10 points. Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai regardé d'un point de vue historique et donc j'ai élargi cette zone, qui est selon moi cette zone-là, qui correspond à un niveau de support. Donc pour le moment, moi, tant que le cours se situe dans cette zone de prix, qui comme vous pouvez le constater est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 mois, pardon, eh bien je resterai plutôt neutre, même si, il faut l'avouer, la première zone de support très importante à 92,50, eh bien a été enfoncée suite à Janet Yellen vendredi. Donc voilà, c'est un premier signal baissier, mais pour moi c'est un petit peu trop tôt pour passer à la vente. Donc je vais vraiment attendre une clôture en dessous des 91,50 pour passer ou non à la vente. Donc voilà, déjà ça c'est mon positionnement. Globalement, je reste plutôt de côté sur le DXY tant qu'il se situe entre 93 et 91,50. Voilà. Donc que faire sur le DXY? DXY au plus bas, nous dit Franck. Alors oui, au plus bas depuis janvier 2015, donc un plus bas de 2 ans et demi. Maintenant, est-ce qu'il faut le shorter? C'est à vous de voir. Mais moi, je considère qu'on est encore dans une zone de support probable, hein, une zone de rebond. Comme je vous l'ai dit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois. D'un point de vue hebdo, vous voyez, on vient de casser la moyenne mobile à 200 semaines. Donc concrètement, voilà, faut attendre. Peut-être que c'est un faux signal. Euh, voilà. Donc pour moi, honnêtement, j'attendrai vraiment qu'on casse les 91,50 pour passer à la vente. Donc l'eurodoll, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il va beaucoup progresser aujourd'hui. En tout cas, pas pendant la séance européenne. Lorsqu'il y aura l'ouverture des marchés américains, c'est-à-dire à 15h30, alors oui, il y aura du mouvement. Comment ça va réagir? Eh ben, probablement, ça va soutenir l'euro. Tout va dépendre un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais d'un point de vue technique, la tendance est clairement haussière d'un point de vue hebdomadaire ou journalier. Voilà, on a eu un breakout. Donc là, on a eu un signal d'achat. On pourrait avoir un pullback à 1,19 à court terme. Et ensuite, ça pourrait partir à la hausse. À la hausse jusqu'à où? Eh bien, déjà jusqu'à 1,20. Faut faire attention encore une fois parce que, bon, moi je suis plutôt haussier sur l'eurodoll à court terme. Maintenant, dorénavant, depuis vendredi, je passe haussier. Jusqu'à seulement 1,20. Pourquoi? Eh bien, parce que le DXY, comme je vous l'ai dit, est toujours sur un niveau de support. Donc, il se pourrait que, eh bien, à la fin de la semaine ou dans 2 semaines, concrètement, eh bien, que le DXY rebondisse et fasse donc pression sur l'euro. Voilà, donc je suis haussier sur le DXY, sur l'euro, mais à court terme. Est-ce que le NFP peut relancer la hausse sur le DXY de la part de Franck? Alors bien évidemment Franck. Alors oui, il peut relancer la hausse, tout va dépendre un petit peu du résultat, mais pour le moment ce résultat du NFP il est attendu en dessous de la moyenne annuelle. Alors d'ailleurs j'ai écrit un article sur le briefing de la semaine, si vous voulez lire, si vous voulez les grands thèmes de cette semaine, vous lisez l'article que j'ai réalisé samedi et voilà, vous l'aurez. Donc le NFP, vous voyez, les experts tapent sur 184 000 créations d'emplois alors que la moyenne annuelle est à 191. Donc voilà, concrètement, le NFP est attendu plutôt à la baisse, donc c'est plutôt un sentiment baissier pour le moment que les experts tablent sur le DXY. Donc NFP, ça ne devrait pas être quelque chose qui va relancer le DXY. Par contre, il y a une chose qui peut relancer le DXY cette semaine, ça va être le PIB américain mercredi. Le PIB américain, donc il y aura la deuxième estimation qui sera publiée mercredi. La première estimation est à 2,6% en juillet, après avoir été à de 1,4% pour celle du premier trimestre. Donc il y a eu vraiment un bond entre premier et deuxième trimestre parce que l'estimation qu'on a ici, l'estimation qui sera publiée mercredi, c'est l'estimation du deuxième trimestre. Donc pour que vous sachiez, le PIB, il y a 3 publications par trimestre. Il y a la première estimation, la deuxième estimation et le PIB final. Voilà, donc là on a la deuxième estimation du PIB américain. Le PIB final sera publié en septembre. Voilà. Donc la première estimation elle était à 2,6. La deuxième, a priori, elle serait à 2,7 d'après les experts. Voilà. Par rapport au premier trimestre, c'est une hausse de 1,3%. Enfin, un gap de 1,3%. Le premier trimestre, comme je vous dis, c'était 1,4 et ça pourrait être 2,7.
Donc, par contre, cette croissance-là, si l'estimation est validée à 2,7%, voire même au-delà, alors ça pourrait être, oui, un facteur qui pourrait faire rebondir le DXY. En tout cas, il y aura que le PIB ou le NFP. Le NFP, bien évidemment, il fera rebondir le DXY si, eh bien, la publication est au-dessus de 184 000, pardon. Voilà, donc moi, le DXY à court terme, en intraday, je pense qu'il peut faire un léger pullback à 1,19. Si tel est le cas, alors ça pourrait être un point d'entrée pour passer à l'achat et viser seulement les 1,20. On n'ira pas chercher plus haut, en tout cas pas sur du court terme, tout simplement parce que le DXY est sur un niveau de support. Voilà, le DXY il est neutre. Alors bonjour de la part de Alain, bonjour Gilles, images sont parfaites, écoutez, c'est parfait alors, merci Valentin pour vos explications, écoutez, aucun souci Franck, c'est avec un grand plaisir. François, AUD, NZD, JPP USD, USD Yen et Or, alors très bien. Écoutez, étant donné qu'il n'y a pas de fondamentaux à raconter aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à demander des analyses dans la boîte de dialogue. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée un peu spéciale, donc on va en profiter je vais en profiter pour répondre au maximum de questions et d'analyses. Voilà. Donc AUD NZD, écoutez, j'ai toujours mon scénario haussier jusqu'à 1,1. L'AUD, il superforme le NZD depuis le début de l'année et plus récemment depuis le mois de juillet, comme vous pouvez le voir ici. Depuis le mois de juillet, l'AUD a le dessus, et donc là on est proche des 1,1. Et donc voilà, l'objectif est toujours aussi jusqu'à 1,1. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 1,1? La réponse est oui. Mais attention, 1,1 c'est un seuil psychologique. C'est une zone où le cours a échoué le précédent test, lors du précédent test. Donc voilà, il y aura une prise de bénéfice, c'est sûr à 1,1. Maintenant, nous verrons bien comment le dollar australien réagit sur ce niveau-là. Mais techniquement, la UDNZD pourrait venir chercher le 7 oblique baissière qui vient chercher les points hauts depuis l'été 2015. Donc environ 1,10. 1,10 ou 80, pardon. Voilà. 1,1080, 1,1070. Voilà, ça serait l'objectif à 100%. Le GBP USD, alors, le GBP USD, la livre qui s'est déprécié, la semaine dernière. Après, on a eu un rebond seulement dû au dollar. Dollar qui a baissé, donc qui a fait mécaniquement remonter la livre. Que penser du GBP USD à ce niveau de prix? Eh bien écoutez, moi j'aurais plutôt tendance à viser la baisse. Encore une fois, le DXY, bien qu'il y ait sa première zone de support qui a été enfoncée, il reste dans une zone qui est, selon moi, probable, qui a une probabilité élevée de rebond. Donc personnellement, je resterai assez prudent sur la force du DXY pour le moment. Enfin, donc GBP-USD, ça reste une devise qui est vendue. Hein. C'est pas parce que GBP-USD qui est haussier que la livre est haussière. Il suffit de regarder ce graphique-là. On se met sur 5 jours. Alors, vous voyez, bon, la livre rebondit. Ah oui, mais là, c'est le GBP-USD, excusez-moi. On va se mettre sur le, le Pound Index. Le Pound Index qui, alors, en 5 jours, vous voyez, en fait, il est revenu à son point initial. Vous voyez, il rebondit légèrement son Pound Index. Mais bon, si on compare face à l'euro GBP qui a marqué un nouveau plus haut vendredi. Bon, ce matin, il y a une petite prise de bénéfice, c'est normal. Mais vous voyez que la tendance, a priori, continue d'être à la hausse. Le momentum, attention, regardez le momentum qui fléchit sous la résistance qu'on avait indiquée la semaine dernière. Donc attention, prudence. En tout cas, le GBP, moi, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas tout simplement parce que d'un point de vue fondamental, les chiffres macro se dégradent depuis le début de l'année. On a la deuxième vague de négociation du Brexit qui commence ce matin jusqu'à jeudi. Et pour le moment, le Royaume-Uni, eh bien, les investisseurs ont clairement perdu confiance depuis que Theresa May a perdu la majorité au Parlement. Voilà, elle avait fait le pari d'augmenter sa majorité le 9 juin dernier en organisant des élections précoces au lieu que ce soit en 2020. Eh bien, elle les a organisées le 9 juin dernier. Elle a perdu des sièges. Et les investisseurs et son propre parti perdent confiance en elle. Et donc, voilà, la livre a assez bien été
été comment dire euh, impacté. On a simplement eu une spéculation quant à une hausse des taux qui a permis de soutenir la livre, mais concrètement d'un point de vue confiance des investisseurs, comparé à il y a 6 mois, eh bien le gouvernement du Royaume-Uni a perdu la confiance de la plupart des investisseurs. Donc le pound, pour moi, d'un point de vue swing trading moyen long terme, il est baissier. Donc l'euro GBP, bien que la résistance du momentum soit sous un niveau de résistance, le momentum pourrait redescendre, l'euro GBP consolidé, voire légèrement retracé, vous voyez, peut-être faire un drapeau. Et une fois qu'il y aura question de ce drapeau, eh bien écoutez, ça sera une nouvelle vague de hausse, direction les 0,95. Voilà, donc moi l'euro GBP, je reste neutre aujourd'hui. Aujourd'hui et pour les prochaines séances, tant que la résistance du momentum, tant que le RSI est sous sa résistance du momentum, tant qu'elle bute, eh bien ça sera plutôt une progression qui sera limitée. Pouvez-vous me donner votre avis sur le GBP CAD? On se trouve pile sur une résistance, H4 de la part de Sven. Très bien, je vais regarder ça. Alors, le gold à 1308, scénario envisageable ou mauvais ratio de la part de Franck. Alors, pourquoi pas, Franck? On va y venir juste après. Oui, bonjour Valentin, un mot sur l'USD Yen. Merci, très bien, Franck. Pour rentrer à l'achat, pardon, c'est un peu flou. Alors, pour rentrer à l'achat sur le gold, hein, je pense. C'est ça dont vous voulez parler. Donc déjà, je vais faire l'USD Yen, ensuite GBP CAD et enfin le gold. Alors l'USD Yen, globalement, on est sur un niveau de support important. Il y a une divergence haussière qui est en train de se former. Donc prudence, encore une fois, l'USD est selon moi encore sur un niveau de support. Il n'y a pas encore d'argument pour vraiment le shorter sur du moyen terme. Donc pour moi l'USD Yen, je resterai prudent. J'aimerais l'acheter. Mais bon, là, on a déjà eu un scénario aussi le 15 août dernier, vous voyez. Mais je pense que on est encore sur un niveau de prix où il y a une probabilité élevée de rebond sur le SDN. Donc à la rigueur, en termes de ratio risque-rendement, d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez un stop en dessous du précédent plus bas, c'est-à-dire 44 pips de risque pour 150 pips de gain, ça fait déjà un ratio risque-rendement de 3. Et si vous visez là-haut, bon, il faudrait vraiment que le DXY rebondisse, mais bon, on va dire que si on vise là-haut, il y a un ratio risque-rendement près de 8. On a là 8, 7, excusez-moi. Donc ce qui est assez intéressant d'un point de vue rendement. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes aussi au baissier sur l'USD? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le yen cette nuit a fait pression sur le dollar, a fait pression sur le forex, et donc voilà, faudra être assez prudent quand même sur l'achat USD yen. Mais moi, en tout cas, je reste plutôt neutre sur le USD yen tant qu'on est sur ce niveau de prix. D'un point de vue d'achat, on a un excellent ratio risque-rendement qu'on a devant nous. Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire selon votre positionnement sur l'USD. Mais en tout cas, je pense, s'il y a un rebond de l'USD yen, il peut au moins avoir lieu jusqu'à 110,50. Ça dépend aussi des tensions de la part de Jean-Yves, exactement. C'est pour ça que le yen, c'est un petit peu compliqué à le trader en ce moment, parce que le yen, c'est, comme vous le savez, c'est la devise refuge. Et donc tout va dépendre des tensions. Est-ce que les tensions avec la Corée du Nord vont s'accentuer? Est-ce que les tensions au sein propre, enfin les divergences de la politique américaine vont s'accentuer? Quand je parle de divergence, c'est le gouvernement de Trump avec son propre parti et même avec la politique de façon générale. Voilà, tout cela pèse impacte le yen de façon positive. Donc c'est une affaire à suivre. Bien évidemment, c'est assez compliqué de trader le yen en ce moment. On passe sur le gold. Alors le gold, divergence baissière qui n'a pas été validée. Vous voyez pourquoi il est important d'attendre la validation de la divergence en 450. Et encore, on a parfois des faux signaux en 450. Donc là, d'un point de vue technique, on a une oblique baissière qui a été cassée. Donc normalement, on a un signal haussier qui est sur le RSI. Maintenant, le gold est sous le niveau de résistance des 1300$. C'est la même question que le yen. Est-ce que vous êtes à l'achat ou à la vente sur le yen? Si vous êtes à l'achat sur le yen, alors vous pouvez vous positionner à l'achat sur le gold.
mais ça va être compliqué de vous positionner à la vente sur le yen. Je parle de moyen terme, hein. Ça va être compliqué de vous positionner à la vente sur le yen et à l'achat sur le gold, parce que ces deux valeurs réagissent de la même façon et en même temps, quasiment en même temps. Donc voilà, tout va dépendre encore une fois des tensions. D'un point de vue purement technique, il y a un potentiel haussier jusqu'à 1315, on va dire. 1315, en fait, c'est cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis le point haut historique. Alors, on va se mettre en mensuel. Alors non, c'est peut-être hebdomadaire plutôt. Voilà. On se met en hebdomadaire, vous voyez, on trace cette oblique baissière. Et on a une résistance à 1300 et quelques. Entre 1310 et 1315. Tout va dépendre du temps. Voilà. Donc, concrètement, au-delà de 1300, ça sera les 1310 qu'il faudra aller chercher. Au-delà, pourquoi pas? Tout va dépendre, encore une fois, des tensions. En intraday, nous dit François, alors en intraday, il semblerait qu'il y ait un momentum haussier, donc pourquoi pas aller viser les 1300. Alors, laissez-moi juste zoomer un petit peu, regarder un petit peu sur le graphique, donc vous pouvez voir que l'heure précédente, donc à 7 heures du matin, on a eu un petit peu, enfin 8 heures, pardon, on a eu un petit momentum haussier, le cours qui a pris des bénéfices à 1297, donc il semblerait qu'on a encore une zone de prise de bénéfices à 1297. Donc si vous êtes à l'achat, eh bien il faudra viser les 1297 en intraday. Voilà. Donc à la rigueur, pourquoi pas attendre un pullback. 1296, l'acheter pour 1297, ça peut être une stratégie à la rigueur. Mais encore une fois, peu de volume attendu aujourd'hui, donc il devrait avoir peu de mouvement pendant la séance européenne. Voilà, le retour des volumes se feront à 15h30 lors de l'ouverture des marchés américains. Alors on continue sur les paires majeures, on revient sur les paires majeures et enfin on terminera par le pétrole et le GBP4. Excusez-moi, le GBP4, j'y réponds tout de suite. J'avais une question sur le GBP4. Alors écoutez, le GBP4 pour moi c'est baissier, hein. On avait un objectif jusqu'à 1,06, on a un léger rebond du GBP. Maintenant, bon, quand on parle du CAD, c'est important de voir le pétrole. Donc on va regarder tout de suite le pétrole avant de regarder le GBP4. Le pétrole, alors, d'un point de vue technique et fondamental, il est assez intéressant en ce moment. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est inscrit dans un canal symétrique. Un canal symétrique qui est par des deux obliques, comme ça, qui se croisent, mais également par deux moyennes mobiles. Vous voyez que le cours évolue entre deux moyennes mobiles. On a eu un support là, on a eu support au moyenne mobile à 20 jours, cassure, rebond sur la moyenne mobile à 50, échec sur la moyenne mobile 20, rebond sur la 50, et vous voyez là on est dans un netto par deux obliques et deux moyennes mobiles. Donc là on est dans une configuration extrêmement intéressante que j'ai rarement vue. Le RSI pareil, momentum qui est neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une configuration comme cela, lorsqu'il y a un breakout, il y a un momentum. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va casser à la hausse ou à la baisse? Alors, l'analyse fondamentale est plutôt favorable à une hausse. Pourquoi? Alors déjà, on a eu les intempéries au Texas et dans le Golfe qui ont fait fermer plusieurs sites de production de pétrole aux États-Unis. Ensuite, on a 8 semaines de hausse, 8 semaines de déstockage consécutif aux États-Unis de pétrole. Et enfin, on a la deuxième séance consécutive de réduction de plateformes pétrolières aux États-Unis. Donc, d'un point de vue fondamental, pour le moment, on a beaucoup de choses qui tendent vers une hausse du pétrole à court terme. Maintenant, tout va dépendre de l'analyse technique. Si on a une cassure journalière en dessous, alors, tac, configurer segment, alors non, c'est pas comme ça, déplacer, voilà, on va se mettre comme ça, on va le faire bien ce triangle, non, extension, voilà. Voilà, donc vous voyez, on est toujours dans ce triangle. Donc, nous verrons bien aujourd'hui. Nous verrons la clôture. Si on reste dedans, eh bien écoutez, on restera neutre. Maintenant, si on a une clôture en dessous, on sera baissier jusqu'à 46,50, voire même 45. Et si on a une cassure à la hausse, c'est retour à 50 $ le baril WTI. Donc, en clair, on est neutre. Enfin, je suis neutre sur le pétrole. Donc, GBP4,
Je pense qu'il peut rebondir, étant donné qu'on a un léger rebond du GBP. On a un léger rebond du GBP, le 4 qui est neutre, donc le GBP4 pourrait rebondir. Pourrait rebondir jusqu'à où? Eh bien 1,6134, c'est une première résistance. Vous voyez, sur lequel le cours a échoué. Donc voilà, 1,6134. Maintenant, pour la tendance de swing trading, tout va dépendre du pétrole. Parce que le GBP prendra le dessus ou non sur la livre. Soit le pétrole se replie et dans ce cas-là, le GBP CAD rebondit, ou soit le pétrole euh, alors je ne sais pas, non, pardon, soit le pétrole casse à la baisse et le GBP4 rebondit, ou soit le pétrole rebondit à la hausse et le GBP4 continue sa baisse. Donc, en clair, tout va dépendre du pétrole, parce que le GBP n'a aucun leadership sur le forex ces derniers temps. Le GBP ne crée pas de tendance, parce que il n'y a pas vraiment de momentum dessus. Et quand il y a un momentum, il est plutôt baissier. Mais bon. Voilà, donc le GBP4 pour moi, il y a un potentiel légèrement haussier à 1,6134. Pourquoi? Eh bien, déjà parce qu'on est d'un point de vue technique au-dessus du seuil psychologique à 1,60. Vous voyez que le cours a rebondi. En plus de ça, le pétrole est neutre. Le GBP rebondit en intraday, enfin depuis Jackson Hole. Donc voilà, pour moi, le GBP il peut rebondir à très court terme. Maintenant, tout va dépendre du pétrole. Alors, peux-tu faire un point sur l'USD CAD? Il est sur un support, merci de la part de Jean-Yves. Eh bien, écoutez, bien évidemment, Jean-Yves, l'USD CAD sur un niveau de support, c'est sur 1,25. Alors, bon, écoutez, les stratégies acheteuses n'ont pas été vraiment très bonnes, pour être honnête avec vous. Le DXY qui n'a pas tenu son niveau de support, donc il va de soi que l'USD CAD s'enfonce. Maintenant, c'est un petit peu la même configuration que le GBP CAD, c'est-à-dire que, eh bien, on attend de voir comment le CAD réagit. Tout simplement. Si le CAD rebondit, enfin si le pétrole rebondit, alors ça fera pression sur les SDCAD et notre objectif sera déjà baissier jusqu'à 1,2414. Vous voyez, c'était le précédent plus bas. Et si à l'inverse le CAD est baissier, alors l'USD-CAD devrait mécaniquement remonter. Remonter jusqu'à où? Eh bien tout dépend du repli du pétrole. S'il se replie jusqu'à 45 $, il pourrait revenir à la moyenne mobile à 50 jours. Alors, est-ce que vous avez un objectif sur votre WT si on sort par le haut? Alors oui, Sofiane, j'ai un objectif si on sort par le haut. Concrètement, alors je vais vous tracer cela pour que ce soit clair. Si on sort par le haut, c'est la moyenne, moi ça sera la moyenne mobile à 200 périodes que je vise, mais en gros c'est la moyenne mobile de 200 périodes, c'est 50 $, voilà, c'est c'est cette zone-là en fait. Hein. Mais bon, voilà, on va se mettre comme ça. Donc environ 49,60. Et à l'inverse, si ça casse à la baisse, ça sera dans un premier temps 46. Et ensuite, ça sera bien en dessous. Ça sera 45. Tout va dépendre de la cassure. Voilà, donc ça c'est les deux scénarios que j'ai. Alors, je regarde les questions. Alors, bonjour Jacques, j'ai pris un peu de retard, désolé, un mot sur l'euro-dollar. Alors, je reviens rapidement sur l'euro-dollar. Tout simplement, le DXY qui est toujours sur un niveau de support de long terme selon moi. L'euro-dollar, j'ai plutôt un sentiment baissier en intraday. Si on a un retour à un 1,19, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour passer à l'achat. Et passer à l'achat pour viser les 1,20 sur du court terme. Voilà. Pourquoi pas au-dessus des 1,20? Eh bien, tout simplement parce que je refais voir ce graphique, le DXY est sur un niveau, même s'il a enfoncé son premier support, qui était en place depuis le début de l'année, même depuis mai 2016, eh bien il reste toujours dans une zone, vous voyez, de support qui était devenu résistance et qui est redevenu support. Donc voilà, et en plus de ça, on est toujours sur un moyen mobile à 50 semaines, à 50 mois. Par contre, si on passe en dessous, l'eurodoll, il s'envolera jusqu'à 1,24. Ça c'est sûr. Mais tant qu'on reste dedans, pour moi, la progression de l'euro-dollar, d'accord, elle est possible, mais elle reste assez limitée. C'est pour ça que 1,19, je pense, est une bonne opportunité pour passer à l'achat sur du court terme et viser les 1,20. Maintenant, si à partir d'aujourd'hui, le DXY rebondit, bien évidemment, l'eurodoll n'atteindra pas les 1,20. Si vous voyez le DXY rebondir, l'eurodoll reviendra à 1,18, voire même plus bas. 1,17, 1,16 ou 1,15. Tout va dépendre du rebond du DXY.
Si le DXY revient à 95 points, l'eurodoll revient à 1,15. Voilà, donc tout va dépendre du DXY. Et le DXY évoluera cette semaine selon le PIB et selon le NFP. Voilà, alors on continue sur les paires majeures NZD-USD. Le NZD-USD, vous voyez, on avait un objectif baissier qui a presque été atteint, encore une fois. Alors, le NZD baissier, oui, le dollar, c'est sûr qu'il a fait rebondir le NZD. Maintenant, je reste toujours baissé sur le NZD-USD sur du très court terme. Si vous avez pris vos bénéfices, parce que il me semble que c'était là l'indication jeudi dernier. J'espère que vous avez pris à 0,72. Maintenant, si vous les avez pas pris, est-ce que le NZD-USD peut revenir à 0,72? Je pense que oui. Je pense qu'il peut revenir. Et est-ce qu'il peut aller plus bas? Peut-être. Voilà. Je ne suis pas certain à 100%, mais pour moi, il y a des possibilités. Encore une fois, tout va dépendre du dollar US. Donc voilà, en clair, pour aujourd'hui, donc on va pas faire le marché des actions européens parce que ils sont fermés, hein, tout simplement. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le DAX revient sur sa moyenne mobile à 200 périodes, le CAC également, l'Eurostoxx oh waouh, il est joli l'Eurostoxx. Écoutez, pour ceux qui étaient à la vente, alors c'est quoi le plus bas? 3411, c'est parfait. Alors, c'est génial, ce 3411, on est sur un moyenne mobile à 200 périodes. L'Espagne, vous voyez, l'IBEX est encore assez loin. Alors, bon, on va pouvoir faire une petite analyse pour voir un petit peu, parce que c'est fermé. On va voir un petit peu sur du swing trading ce qu'on peut espérer. Alors, oui, d'accord, les questions c'est bon. Donc les indices européens, concrètement, ils sont toujours sous des obliques baissières, comme vous pouvez le voir sur l'Eurostoxx. On a 7 obliques. Sur le CAC, on a toujours ce canal où le cours échoue. Pour moi, le CAC, j'ai toujours mon objectif baissier jusqu'aux 5000 points. Le DAX, voilà, 12 000, retour à 12 000, ça me semble assez inévitable. Pour ceux qui shortent les 12 250, eh bien c'est parfait. L'IBEX, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par l'IBEX, mais pour moi, c'est un retour à 10 200 au minimum, voire même la moyenne mobile à 200 périodes. La moyenne mobile à 200 périodes serait une excellente opportunité pour passer à l'achat. Ça c'est important à le savoir. Alors, faudrait pas acheter aveuglement, hein. C'est pas parce que le cours revient à la moyenne mobile à 200 périodes qu'il faut l'acheter. Mais regardez par exemple le DAX, il revient sur la moyenne mobile à 200 périodes, plus sur un seuil psychologique, il rebondit. Le CAC il n'a pas testé, l'Eurostoxx pareil, il rebondit. Donc pour moi, on a déjà un premier niveau de support important à la moyenne mobile à 200 périodes de tous les indices, que ce soit européens, américains, asiatiques, ce que vous voulez. La moyenne mobile à 200 périodes, à 200 jours, pardon, est très surveillée par les institutionnels. Donc ça sera le premier niveau de support. Ensuite, ce sera le seuil psychologique, 3004 sur l'Eurostoxx, 5000 sur le CAC, 12000 sur le DAX, et l'IBEX, c'est 10 000 points. Alors est-ce qu'il va revenir à 10 000? Peut-être. Nous verrons bien. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. On a encore statistiquement encore 5 semaines de baisse. Le point bas sur les indices européens est fait en fin septembre, début octobre. Donc, d'un point de vue statistique, on a encore un potentiel de repli. On a encore des tensions qui sont encore assez importantes, hein. Des tensions politiques avec Trump, surtout Trump qui a un petit peu secoue les marchés. Donc voilà. Donc il y a pas vraiment de critères pour acheter les indices maintenant. Par contre, si les indices continuent à se replier et en fin septembre on se retrouve à 10 000 sur l'IBEX, 5 000 sur le CAC, 3 004 sur l'Eurostoxx et le 12 000 sur le DAX, alors ce sera des opportunités pour passer à l'achat. Gilles qui nous demande, j'ai bien entendu, tu parles de marché fermé ce jour. Alors en fait les marchés sont c'est un jour férié à Londres, enfin au Royaume-Uni aujourd'hui, puisque la majeure partie des volumes sont réalisés à Londres. Comme vous le savez, hein, Londres c'est la première place financière au monde. Eh bien, on a très peu de volumes qui seront réalisés. Alors non, ils ne sont pas fermés. Par exemple, l'Eurostoxx, il cote
toujours, mais voilà, regardez, il y a rien qui se passe, hein. C'est le néant. Donc il y a pas de volume, il n'y aura pas de breakout, les niveaux de support tiendront, tout simplement. Parce que c'est rare que il y a des breakouts lorsqu'il y a peu de volume. Ouais, Londres qui est fermé. Exactement, Gilles. La City, il y a personne dans la rue, hein. Alors, enfin, on passe. Donc, on a fait les paires majeures, il me semble. L'Euro GP, on l'a fait, oui. L'USD-CHF. Alors, je sais que ça intéresse pas mal de personnes, l'USD-CHF. Alors, il est dans un range. Il est dans un range, ce franc suisse. Il retourne à 0,9550. Alors là, on a, d'un point de vue technique, un niveau de support qui est intéressant. C'est ce niveau de support-là. Vous voyez. Donc, on a potentiellement un point d'achat intéressant. Maintenant, tout va dépendre encore une fois du DXY. C'est pour ça que je préfère l'euro CHF, qui selon moi peut revenir à 1,15. Alors moi, on m'a posé une question, hein, par email il y a quelques jours, la semaine dernière. Est-ce que l'euro CHF peut revenir à 1,1450? La réponse est oui. Je pense que l'euro CHF peut revenir à 1,1450. À noter que on a un niveau de support qui correspond à 50 sur le RSI, comme vous pouvez constater. Euh, donc, euh, Donc voilà, l'euro s'achète si le RSI revient à 50, ça serait une opportunité pour passer à l'achat, d'autant plus que ça devrait coïncider avec ce niveau de support à 1,1359. Et quel niveau faut-il viser? Eh bien, dans un premier temps, les 1,1443 francs suisses. Tout simplement. Donc voilà, l'euro s'achète, moi je suis haussier. Le franc suisse, vous connaissez mon opinion dessus. Il est pour beaucoup d'analystes, d'experts et de personnes d'experts tout simplement, surévalué, ce qui impacte grandement l'économie suisse, hein, qui a une croissance assez faible, une inflation assez faible. Elle a un taux de chômage très très bas, ce qui est bon, et ce qui devrait à terme soutenir l'inflation, mais clairement l'inflation et la croissance restent encore très très faibles. Donc le franc suisse a besoin d'être dévalué. Alors soit ça se fera par la BNS, par la Banque nationale suisse, ou soit ça se fera par le marché qui estimera euh, que le franc suisse a besoin d'être vendu ou qui à terme sera baissier et donc shortera le franc suisse. Et ça devrait faire mécaniquement remonter l'euro CHF à 1,15. Donc pour moi, l'euro CHF c'est minimum 1,15. Voilà, écoutez, difficile d'en dire plus aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est analyse technique, les niveaux de support que vous avez connus la semaine dernière devraient, niveau de support résistance, hein, devraient tenir aujourd'hui, étant donné qu'il y a très peu de volume pendant la séance européenne. Voilà, maintenant, pendant la séance américaine, on devrait avoir des volumes qui devraient être normalement standards. Et donc là, ce sera une toute autre question. Mais en tout cas, ce matin et en début d'après-midi, c'est l'analyse technique qui devrait dominer et les niveaux de support résistance devraient tenir. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site daillyfix.fr pour la suite de la journée, c'est-à-dire des articles. Et sinon, nous nous retrouvons demain pour une journée un petit peu plus excitante, je pense. Et voilà. Merci à vous pour votre attention, pour votre fidélité. Excellente journée. Et à demain ou à tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer des messages, il n'y a aucun souci, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Voilà, merci à vous et bonne journée.